Comment booster son intelligence? C'est une question que beaucoup se posent et que l'on retrouve partout sur Internet avec une multitude de jeux, d'applications et de méthodes soi-disant infaillibles pour entretenir ou même augmenter notre quotient intellectuel. Mais que dit vraiment la science à ce sujet? D'où provient notre intelligence? Qu'est-ce qui la stimule et comment pouvons-nous l'entretenir, voire même la développer davantage? Dans cette vidéo, avec Nicolas Gauvry, nous allons non seulement découvrir ce qui influence notre intelligence, mais aussi démystifier les idées reçues les plus tenaces sur elle et le cerveau humain. Bon visionnage. Est-ce qu'il y a une signature biologique à l'intelligence, par exemple? Est-ce qu'on peut voir que quelqu'un est plus intelligent sur un IRM? Est-ce qu'il y a aussi une réalité biologique derrière ça? Alors c'est à peu près sûr qu'il y a une réalité biologique parce que mais, alors c'est pas tout à fait mon domaine, hein, donc je Ouais. parle avec des pincettes. Il y a des tendances comme, il y a un lien relativement faible, mais qui existe quand même entre la taille du cerveau et l'intelligence, par exemple. Ok. Donc les gens plus intelligents ont tendance à avoir un cerveau un peu plus gros. Sinon, quand on essaye de trouver où se situe l'intelligence dans la tête, c'est la question que les gens se posent. En fait, il y a une théorie, je pense, qui est majoritaire. Je ne sais pas dire à quel point elle est bien appuyée et consensuelle, mais c'est la première qu'on trouve quand on cherche les théories neurologiques de l'intelligence. Mhm. Ça s'appelle la théorie de l'intégration pariéto-frontale de l'intelligence. Et en gros, l'idée, c'est que l'intelligence n'est pas située à un endroit en particulier, mais que pour voir si quelqu'un est intelligent, il faudrait regarder s'il y a une bonne discussion, Ah, un bon lien entre des parties frontales du cerveau, donc au niveau du front, et des parties pariétales, un peu plus à l'arrière, pas complètement d'accord. derrière. Donc voilà. Et les parties frontales sont connues pour regrouper ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire gérer, superviser, trier les informations, et cetera. Et puis dans les autres zones, on a tout ce qui est calcul symbolique, et cetera. Ok, pour revenir un petit peu sur les HPI, est-ce qu'il y a un lien entre être à haut potentiel et avoir une hypersensibilité? Parce que c'est vrai que souvent, j'ai l'impression de voir que les deux sont associés. Ouais, alors je crois que ça a été associé beaucoup à cause d'une idée qui a été proposée il y a longtemps et qui est très, très, très à la mode, qui est que quand on est trop intelligent, on n'est forcément pas bien, émotionnellement instable, et cetera. Et je crois que l'idée a beaucoup plu parce qu'il y a beaucoup plus de gens émotionnellement instables qu'à haut potentiel, et donc ça donne à ceux qui se sentent pas bien et qui arrivent pas bien à gérer leurs émotions, par exemple, ça leur donne une façon, une étiquette, disons, plutôt positive, qui leur Mmh. permet d'expliquer ce qui leur arrive. Parfois c'est vrai, c'est combiné, mais voilà. Sinon statistiquement, a priori, j'ai pas vu d'études vraiment qui portent spécifiquement sur cette question, donc c'est un peu compliqué de dire, mais a priori, il n'y a pas de lien ou très faible entre le haut potentiel et la grande sensibilité, heu, prise de façon générale. Mais en fait, dans la sensibilité élevée, la haute sens on peut dire hypersensibilité, haute sensibilité, il y a plusieurs éléments, dont certains sont probablement liés au potentiel. Parce que, par exemple, dans l'hypersensibilité, il y a la sensibilité esthétique. Mmh. Si vous vous intéressez plus aux arts, c'est quand on regarde les questionnaires, comment ils sont faits, vous avez des questions comme ça: «Est-ce que les œuvres d'art me touchent?» Alors c'est si on est plus sensibilisé à l'art, on s'intéresse plus à l'art, ce qui peut venir du fait qu'on est plus ouvert et curieux, par exemple. On va avoir des scores plus hauts, qui vont aller vers l'hypersensibilité. Donc là, probablement, c'est lié de ce côté-là. Il y a aussi dans l'hypersensibilité, alors souvent il y a des mélanges, hein, on confond hypersensibilité et difficulté de gestion émotionnelle, alors que c'est pas du tout la D'accord. même chose, hein. Heu, En fait, dans l'hypersensibilité, il y a au contraire la sensibilité aussi aux émotions des autres et à ses propres émotions, et qui, là, irait plutôt aussi dans le sens d'un lien positif. Par contre, pour le reste, tout ce qu'on met sous le terme hypersensibilité, déjà du point de vue des experts de la question, mais encore plus dans le grand public, a priori, c'est pas lié du tout, à l'intelligence, et notamment les difficultés de gestion émotionnelle, c'est pas du tout lié à l'intelligence. Ce qui me semble aussi un petit peu curieux, c'est que quand on fait un test de QI, il y a aussi le quotient émotionnel, en fait, le QE et alors si je me trompe pas, on mesure les 2 ensemble?
c'est ça? Non, non, c'est pas des Non, c'est c'est pas lié. non. Mais du coup, c'est quoi le quotient émotionnel? Alors il y a, à ma connaissance, les tests, qui mesurent l'intelligence émotionnelle et qui donnent une valeur, quotient émotionnel sont pas très bien validés, Ah OK. donc c'est pas utilisé souvent. Mais enfin l'idée qui est derrière, c'est de mesurer donc l'intelligence émotionnelle qui est la capacité à comprendre ses émotions, celles des autres, à les utiliser même. Donc par exemple, un comportement qui ferait partie de l'intelligence émotionnelle, c'est être capable de se calmer. Donc vous êtes très, très énervé par quelque chose, enragé. Si vous arrivez à prendre sur vous, vous calmer, ou si vous arrivez à utiliser cette colère pour faire quelque chose de positif, Mmh. ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Si vous arrivez à comprendre ce que pensent les autres, ça aussi, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Vous avez des gens parfois qui sont, voilà, vous êtes chez eux, invités, ils ont très envie que vous partiez parce qu'ils en ont marre. Ils essayent de vous le faire comprendre par différents signes. Si vous ne comprenez pas du tout, c'est un manque d'intelligence émotionnelle ou sociale qui sont liés. Et donc voilà, c'est ça, c'est ça qu'on essaye de mesurer avec le quotient émotionnel, mais en fait, c'est indépendant. Enfin, c'est pas mesuré par les tests de QI. C'est pas complètement indépendant parce que les gens qui ont un QI plus élevé ont tendance à avoir aussi une meilleure intelligence émotionnelle. OK. Mais bon, c'est quand même, voilà, c'est comme toujours en psycho, hein, il y a toujours des liens un peu partout, mais ils sont assez faibles. Mmh. Donc on n'a pas une mesure du quotient émotionnel avec les tests de QI. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de mesurer une autre forme d'intelligence qui serait l'intelligence émotionnelle. Est-ce que le fait d'être HPI influence le parcours qu'a une personne? Parce que je pourrais m'attendre à ce que, des personnes qui ont un QI élevé, qui sont au potentiel, fassent de longues études et des carrières qui soient plutôt brillantes et inversement. Est-ce que c'est ce qu'on constate ou est-ce qu'au contraire, en fait, des personnes à haut potentiel, il y en a qui ont fait tout type d'études, il y en a dans tous les secteurs et que c'est pas un facteur déterminant dans les choix de vie d'une personne? En tendance, c'est vrai que les personnes avec les plus grands QI D'accord. ont tendance à faire, à avoir des métiers plus intellectuels, plus valorisés, faire des études plus longues. Ils réussissent mieux à l'école, à l'université. Ils sont plus intéressés aussi par des choses plus complexes. Ouais. Mais on en retrouve quand même évidemment dans tous les métiers. Et d'ailleurs, c'est un point intéressant pour les psychologues quand ils rencontrent un adulte, heu, à haut potentiel qui s'interroge sur sa vie professionnelle, qui a envie typiquement, hein, de changer de métier et qui ne se sent pas à sa place. Heu, ça arrive parce que quand on regarde, la satisfaction au travail, c'est assez marrant les résultats qu'on trouve, c'est que les gens qui ont un QI plus élevé ont tendance à être plus satisfaits de leur travail. Mais ça s'explique par le fait qu'ils ont un travail en général plus intéressant, qu'ils ont choisi, qu'ils n'ont pas par défaut, et cetera. Mais quand on regarde à travail égal, ils sont plutôt moins satisfaits. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir des gens, à haut potentiel, qui ont des métiers qu'ils n'ont pas vraiment choisis ou qu'ils ont choisis à l'époque, mais avec lesquels ils sont plus en accord et qui, eux, sont particulièrement insatisfaits de ce qu'ils font. Voilà. Donc voilà, pour dire, il y a quand même une tendance. Ouais. Les hauts QI font en tendance des études plus longues et des métiers plus intellectuels, mais on en trouve dans tous les milieux et il y en a il y a pas mal d'exemples de gens qui ne veulent pas faire de longues Mmh. études et même s'ils en sont capables et qui sont à haut potentiel. C'est Jacques Grégoire qui prend très souvent, l'exemple comme ça d'un adolescent qu'il avait suivi et à qui on a fait faire une école d'ingénieur et qui est devenu, il était parti pour devenir ingénieur, sauf que c'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Lui, il voulait faire un métier manuel Mmh. et c'est ce qu'il a fini par faire. Et donc Jacques Grégoire parle de bien différencier ce qui relève de ce qu'il appelle la réalisation du potentiel, c'est-à-dire montrer son talent, et la réalisation de soi, qui est être heureux. Et donc, Mmh. il dit c'est ça qui est important. On n'est pas obligé de faire un métier intellectuel, même si on en est capable. Mais bon, souvent, la tendance, c'est que c'est aussi par goût que les hauts potentiels font des métiers plus intellectuels. Mmh. Par rapport au fait d'être heureux, est-ce qu'on a des tendances sur le lien qu'il y a entre le bonheur et la satisfaction globale, des individus et leur QI? Ou est-ce que c'est décorrélé, de manière générale? J'avais vu une étude là-dessus très intéressante qui regardait tout le spectre du QI. Et la question, c'était de savoir si c'est vrai qu'on pouvait être trop intelligent pour être heureux, parce qu'on dit ça souvent. Ouais. Et bon, il y avait plein d'indices et de bases de données utilisées, donc c'était assez variable, hein, mais en gros, la tendance était la suivante. En général, pour tous les indices de bonheur, ça a tendance à monter avec le QI.
Ça monte très vite au début, puis beaucoup moins à la fin. Donc on n'est pas tellement plus heureux avec un QI de 150 qu'avec un QI de 120. Par contre, on est beaucoup moins heureux avec un QI de 80 qu'avec un QI de 110, par exemple. La moyenne étant 100. Donc 110, c'est la moyenne, on est dans la moyenne supérieure. 80, on commence à être nettement en dessous de la moyenne. Et c'est pas du tout un facteur de bonheur, ça. Et il y a quelques indices pour lesquels ça rebaissait, un tout petit peu à la fin. Mais alors quand c'était le cas, en fait, ça rebaissait aux alentours de 140, quelque chose comme ça, pour être un peu plus bas à 160, qui est le maximum qu'on peut obtenir avec le test usuel, c'est 160. Donc ceux qui étaient à 160 se trouvent au même niveau que ceux qui étaient à 110, et donc un peu en dessous de ceux qui étaient à 120, 130, qui est le seuil du haut potentiel. Donc globalement, si on doit résumer, le QI, c'est un facteur plutôt de satisfaction de vie. Et quand la tendance s'inverse, c'est très peu et uniquement pour les très hauts QI. Mais pas au point que ce soit problématique, parce qu'être aussi heureux que quelqu'un qui a un QI de 120, c'est bien. C'est déjà pas mal, hein. Voilà. OK. J'ai fait l'expérience de regarder pas mal de scientifiques ou de personnes qui ont eu des grandes contributions dans l'histoire et de regarder à chaque fois si on avait la donnée, disponible, de regarder leur QI et j'étais quand même assez étonné de voir que c'était assez éclaté comme, résultat. C'est-à-dire qu'il y en avait qui avaient des QI assez élevés, il y en avait d'autres qui avaient des QI qui n'étaient pas si élevés que ça et pourtant qui ont, contribué à faire avancer, que ce soit la science ou même, leur domaine. Heu, Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que l'intelligence qui peut conditionner, la réussite, le génie, le côté visionnaire d'une personne? Ah oui, bien sûr. Alors, il y a une théorie un peu plus élaborée. C'est peut-être le moment de préciser ce qu'on appelle haut potentiel Mmh. intellectuel. Moi, je prends la définition qui est la plus utilisée en sciences, qui est juste basée sur le QI. C'est-à-dire, on est à haut potentiel si on a un QI supérieur à 130. Point. OK. Voilà. Donc, ça veut dire des gens très intelligents au sens du QI. Mmh. Mais il y a d'autres théories possibles qui sont moins utilisées en recherche parce que c'est plus compliqué à mesurer, essentiellement, mais qui font tout à fait sens. Et notamment, il y en a une que j'aime bien, qui est la théorie dite des 3 anneaux de Renzulli. Et donc, ce que dit Renzulli, c'est qu'il faut 3 éléments pour être à haut potentiel. L'intelligence élevée, donc ça, c'est ce qu'on utilise d'habitude. Mais il rajoute 2 autres choses. La deuxième, c'est la créativité, c'est-à-dire la capacité à avoir notamment des idées originales. Parce qu'on peut être très intelligent sans avoir d'idée originale et ça donne, dit-il, quelqu'un d'efficace. Voilà. On est efficace, mais on va pas trouver de nouvelles solutions. En fait, on Mmh. sait appliquer les solutions, on a compris les méthodes, mais on n'invente rien. Et en plus de ça, il rajoute ce qu'on pourrait appeler la motivation, qu'il appelle l'engagement dans la tâche. Mmh. En gros, c'est la capacité de travail parce que, en science, de toute façon, quoi qu'on fasse, on a beau être génial, très intelligent et créatif, si on ne travaille pas comme un malade, on n'arrive pas au niveau de la recherche de toute façon. Donc, Ouais. il faut être capable de travailler longtemps et assidûment sur un thème particulier. Et donc, lui, il dit qu'il faut ces 3 éléments. Et il est beaucoup moins exigeant, du coup, sur le seuil d'intelligence, par exemple. Ouais. Euh, voilà, ça m'étonnerait que quelqu'un ait vraiment apporté une contribution essentielle à la science avec un QI de 70. Ça paraît difficile. C'est peut-être arrivé, hein, j'en sais rien. Mais par contre, effectivement, la créativité, la motivation, ça compte vraiment beaucoup. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui jouent, hein, dans le fait d'être considéré comme un chercheur qui a apporté quelque chose. Il y a la chance, notamment, qui joue beaucoup, le hasard. Parce que quand on choisit un domaine de recherche, par exemple, on ne sait pas trop si c'est Ouais. porteur ou pas. Je crois qu'il y a des gens très intelligents qui se sont engagés dans des mauvaises directions. Et de toute façon, on ne pouvait rien trouver dans leur champ de recherche. Et d'autres, au contraire, qui ont eu de la chance, qui ont choisi un thème qui était porteur, où la solution était presque là. Et ils ont réussi à trouver, à terminer. Là. Je pense aux mathématiques. Et le théorème de Fermat, par exemple, ça fait des siècles que plein de gens cherchent. Et il y a un moment où on a tellement avancé qu'il ne reste plus grand-chose à faire. Mmh. Donc, il faut quand même être très fort pour terminer la preuve, ça on est d'accord. Mais celui qui va récolter tous les lauriers, disons, a juste mis la dernière pierre à l'édifice. Et donc il y a vraiment une question de chance là-dedans. Tous ceux qui sont arrivés avant étaient aussi forts, mais eux n'ont pas réussi à terminer la preuve. Mmh. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments personnels, à la fois comme
engagement dans la tâche et créativité, mais aussi environnementaux comme la chance. Et du côté personnel, oui, ce que je voulais dire aussi, du côté personnel, il y a aussi autre chose qui joue beaucoup, c'est la personnalité, pour le coup. Il y a des gens qui ont tendance à s'attribuer les mérites des autres, qui sont aussi plus sociables et qui arrivent à avoir des réseaux et cetera et qui sont plus facilement reconnus. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que en fait, une personne dans un champ donné est connue pour avoir fait avancer la science, mais en réalité, c'est un travail collectif et la personne qui est la plus reconnue n'est pas nécessairement celle qui a apporté le plus. Ouais. Parfois, c'est celle qui a mis la dernière pierre à l'édifice, parfois c'est celle qui a réussi à mettre ensemble des éléments, un peu disparates et qu'elle est bien ensemble. Parfois, c'est juste celui qui a réussi à expliquer et parfois, c'est carrément, le narcissique qui a réussi à faire croire que c'était lui qui avait trouvé alors qu'il était juste quelque part dans l'équipe, qu'il n'a pas fait grand-chose. Mmh. Ça arrive aussi, non? Hem, Par rapport à l'intelligence, est-ce que c'est quelque chose de fixe? C'est-à-dire que si je fais un test de QI à 6 ans, est-ce que ce sera le même que, si je fais, le même test de QI à 70 ans? Ou est-ce que, c'est quelque chose qui peut fluctuer dans le temps? Alors ça fluctue très peu statistiquement. À partir de 6-7 ans. Avant, oui, on a des tests, plus jeunes, on peut passer un test de QI à 3 ans, mais là, c'est pas très fiable, ça varie pas mal. Il y a une étude où ils ont retrouvé à 70 ans des gens qui avaient passé un test de QI à 11 ans et quand on regarde les résultats, ils sont très corrélés. Voilà, donc il y a OK. c'est vraiment très stable. Après, il peut y avoir des cas particuliers, hein, parce qu'à chaque fois, je parle des statistiques et de la population. Donc il y a des cas particuliers, par exemple, l'abus de cannabis, c'est très mauvais pour le QI. Mmh. Voilà. D'ailleurs, je dis souvent en rigolant, si vraiment le HPI, c'est un problème, on a la solution, c'est le cannabis. Et donc voilà, il peut se passer des choses comme ça. Parfois aussi, on peut avoir bon, c'est pas vraiment l'intelligence qui varie, mais ça mesure le QI, parce que le QI, c'est ce qu'on mesure quand on essaye de mesurer l'intelligence. Et donc parfois ça marche bien, puis d'autres fois ça marche pas bien. Par exemple, si on est déprimé, ça fait baisser les résultats au test. Donc c'est pas vraiment l'intelligence qui varie, mais c'est le résultat au test. Donc ça peut jouer aussi. Mais voilà, donc pour résumer, c'est que c'est quand même une des mesures en psychologie les plus stables au cours du temps et donc normalement quand on est au potentiel, c'est pour la vie. Après dans l'âge avancé, il y a pas mal de troubles, neurologiques qui font que souvent ça baisse et ça baisse plus ou moins vite selon si on a quelque chose ou pas, mais Ouais. Parce qu'il y a un dicton, qui consiste à dire que le cerveau, c'est un muscle et que si on n'entretient pas, notre cerveau, il a tendance à à ne plus être efficace comme, pourrait l'être un muscle. Du coup, c'est pas forcément quelque chose qu'on constate sur le cerveau? bah, ça alors ça c'est vrai en partie, enfin c'est pas vraiment un muscle, mais c'est vrai que l'entraînement, ça joue, mais ça joue pas tellement, par exemple, sur la mémoire à court terme, ça joue pas sur la rapidité non plus. Il y a certaines parties du QI qu'on peut, entraîner, et le fait d'avoir une activité intellectuelle, ça évite aussi la baisse des compétences, des capacités cognitives, dans l'âge avancé. Bon, néanmoins, le QI reste quand même stable, OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup pour pouvoir, entretenir justement ce QI, éviter qu'il baisse, et peut-être même le faire légèrement augmenter? Est-ce qu'il y a des choses à faire, des stratégies, des exercices pour pouvoir, entretenir l'intelligence? Alors si on est focalisé sur le QI, Ouais. c'est-à-dire si l'objectif c'est, si je passe un test de QI, j'ai un meilleur résultat. Mmh. Ouais. Je ne sais pas si ça joue vraiment sur l'intelligence, si c'est juste le test en lui-même. Comme il y a des questions de concept et de vocabulaire, on peut lire le dictionnaire. Comme il y a des questions d'arithmétique, on peut faire du calcul mental, et tout ça, ça va faire monter les résultats qu'on va avoir. Ouais. Après on peut s'entraîner à des tâches qui sont très proches de celles qu'on fait passer dans les tests de QI. Mais le problème, c'est que c'est un peu de la triche en quelque Bah, sorte. oui, C'est-à-dire oui. je suis pas sûr que ça joue vraiment sur l'intelligence. Mmh. Pour développer sa mémoire à court terme, à ma connaissance, il y a rien d'efficace. Mmh. Pareil pour développer la vitesse, rapidité mentale, il y a rien de vraiment efficace non plus. J'ai vu là en arrivant, tout à l'heure je regardais, il y a une méta-analyse sur des méthodes pour augmenter son QI qui sont validées et
Donc qu'est-ce qu'ils proposent comme méthode? Il y a des vitamines, ça marche et OK. apprendre un instrument de musique, voilà. C'est les 2 choses parmi ce qui a été suffisamment testé, hein. Donc je j'ai pas le détail de ce qui a été proposé et testé. Mais parmi toutes les méthodes qui ont été proposées et qui ont été testées au moins 3 fois dans des études, sérieuses et bien faites, Ouais. c'est les 2 qui semblent avoir un effet positif. Les vitamines et la musique. Voilà. D'accord. Il faut jouer du violon en mâchant de la vitamine C. Ouais. Vous avez aussi écrit un livre, donc alors est-ce que c'est vous qui l'avez écrit ou vous avez été, il me semble que vous avez été conseiller scientifique par rapport à Mmh. cette BD qui a été faite? C'est le titre c'est, «Dans la tête d'un HPI», c'est ça? Ouais. D'accord. En gros, qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que ça apprend? Alors l'idée, c'était d'avoir à la fois du contenu scientifique, mais vulgarisé pour l ça s'adresse, disons, aux adolescents et aux parents d'enfants à haut potentiel. Mmh. Donc on voulait à la fois apporter un éclairage scientifique et puis, sans doute aussi, aider un peu les gens, en dédramatisant. Parce que Mmh. bon, il y a plein de raisons pour lesquelles il faut dédramatiser. D'abord, le haut potentiel, c'est pas un problème comme on peut le dire un peu partout, c'est pas une source de problème en général, même si évidemment ça n'empêche pas toutes les difficultés et dans certains environnements, c'est un problème, mais en soi, c'est pas un problème, au contraire. Et d'autre part, je pense qu'on accorde beaucoup trop d'importance au QI et à l'intelligence. C'est juste une mesure parmi toutes les choses qu'on peut mesurer sur soi en psychologie et ça définit pas la personne. Donc voilà, je pense aussi que c'était, un travail que le scénariste a essayé de faire, c'était ça. De montrer que c'est à la fois c'est pas grave, au contraire, c'est plutôt bien en général et donc, faut dédramatiser un peu, Mmh. tout ça, dans un sens ou dans l'autre. C'est pas parce qu'on a un potentiel qu'on est au-dessus du reste de l'humanité, ni qu'on va avoir des problèmes. C'est ni l'un ni l'autre. OK. Et donc dans l'histoire, on suit des enfants qui ont des parcours assez différents, des environnements assez différents et qui tous les 2 sont au potentiel, mais qui sont voilà, qui ont pas du tout la même personnalité, aussi pour illustrer ça.